Culture, 9h05, place à tous les voyages. Voyage dans la pensée, voyage à travers les éléments, voyage jusqu'en terres australes, ce sera à 10h05, et tout de suite, départ au long cours avec un brasseur de songes, un rêveur de mots, Gaston Bachelard. Il y a 120 ans, naissait Gaston Bachelard. Pardon. Monsieur Bachelard, comment ça va? Gaston Bachelard, 1884-1962, rediffusion, histoire et formation de l'esprit scientifique. 2 parties. Gaston Bachelard, bis, archives, 1947-1962. Cette semaine, la philosophie du nom, précédé de Un rêveur de mots, Gaston Bachelard, par Michel Cohen, 1983. Un rêveur de mots, Gaston Bachelard. Gaston Bachelard, radio. Aujourd'hui, dormeurs éveillés. Quelle joie d'être nous éprouvons qu'en nous recevant une idée nouvelle. Il nous semble alors, si modestes philosophes que nous soyons, être éveillés d'un sommeil dogmatique. Chacun possède à la maison une fontaine de jouvence en sa cuvette d'eau froide, dans un énergique matin. Et sans cette expérience triviale, le complexe de la poétique fontaine de jouvence ne pourrait peut-être pas se nouer. L'eau fraîche réveille et rajeunit le visage où l'homme se voit vieillir, où il voudrait tant qu'on ne le voit pas vieillir. Mais l'eau fraîche ne rajeunit pas tant le visage pour les autres que pour nous-mêmes. Sous le front réveillé s'anime un œil nouveau. L'eau fraîche redonne des flammes au regard. Voilà le principe de l'inversion qui va expliquer la véritable fraîcheur des contemplations de l'eau. C'est ce regard qui est rafraîchi. Si l'on participe vraiment par l'imagination matérielle à la substance de l'eau, on projette un regard frais. L'impression de fraîcheur que donne le monde visible est une expression de fraîcheur que l'homme réveillé projette sur les choses. Il est impossible d'en rendre compte sans utiliser la psychologie de la projection sensible. Dans le premier matin, l'eau sur le visage réveille l'énergie de voir. Elle met la vue à l'actif. Elle fait du regard une action claire, nette, facile. Gaston Bachelard, L'eau et les rêves. L'image poétique, lorsqu'elle est inventive, peut dans sa nouveauté être tonique et vive. Tout comme l'eau fraîche dont on s'asperge le visage en un clair matin, l'image peut nous éveiller au monde. Mais l'exercice même de l'imagination poétique semble réclamer, selon Gaston Bachelard, une autre lumière et un autre état d'âme. C'est dans la pénombre, dans le repos, entre veille et sommeil, que l'on peut le mieux s'adonner à la rêverie, s'abandonner au plaisir de l'imaginaire. On voit clair en soi-même, et cependant on rêve. Dans tout le deuxième versant de son œuvre, Bachelard a tenté de décrire ce clair-obscur du psychisme, de réhabiliter la rêverie. Et c'est une autre figure de l'eau qu'il faut invoquer ici,
celle de l'eau qui berce et inquiète à la fois, celle de l'eau dormante. Sur le dormeur éveillé et la rêverie lucide, Bachelard a donné à la radio une causerie qui a été diffusée en janvier 1954. Tout à sa fonction dominante de concentrer les lumières sur ce sommet de l'être qu'est la pensée, la philosophie oublie souvent qu'avant la pensée, il y a le songe, qu'avant les idées claires et stables, il y a les images qui brillent et qui passent. Pris dans son intégralité, l'homme est un être qui non seulement pense, mais qui d'abord imagine. Un être qui, éveillé, est assailli par un monde d'images précises et qui, endormi, rêve dans une pénombre où se meuvent des formes inachevées, des femmes qui se déplacent sans loi, des formes qui se déforment sans fin. Pour une détermination complète de l'être humain, il faut donc faire le total d'un être nocturne et d'un être diurne. Il faut essayer de trouver les dynamismes qui vont d'un pôle à l'autre entre songe et pensée. Si l'on se donne ainsi une certaine largeur d'examen, on se rend vite compte que la nuit et le jour, dans l'âme humaine, ne sont pas des éléments logiques qui s'opposent absolument. Nous connaissons tous ces fragments d'histoire personnelle qui, vécus dans le jour, viennent se reconstituer dans la nuit, et nous savons aussi que dans les heures les plus claires de notre vie diurne, il suffit d'un peu de solitude pour que nous tombions dans une rêverie qui rejoint les songes de la nuit. Oui, nous connaissons tous cette zone moyenne où les songes nourrissent nos pensées, où nos pensées éclairent nos songes. Aux heures de grande solitude, quand la rêverie nous rend notre être total, nous sommes des dormeurs éveillés, des rêveurs lucides. Nous voulons montrer que le dormeur éveillé, que le rêveur lucide, réalise une synthèse de la réflexion et de l'imagination. Alors, la rêverie n'est pas un abandon, la rêverie est active, la rêverie prépare des forces et des pensées. Pour entrer dans ces vues philosophiques, il suffit de donner à l'imagination humaine sa pleine valeur, sa valeur principielle. Pour agir, il faut d'abord imaginer. Il y a un sens à parler d'une fonction de l'irréel, par laquelle l'homme méditant, le dormeur éveillé, s'en va en quête des possibilités d'une œuvre nouvelle. Dans le rêve nocturne règne l'éclairage fantastique. Tout est en fausse lumière. Souvent on y voit trop clair. Les mystères eux-mêmes sont dessinés en traits forts. Les scènes sont si nettes que le rêve nocturne fait aisément de la littérature. De la littérature, mais jamais de la poésie. Toute la littérature du fantastique trouve dans le rêve nocturne des schémas sur lesquels travaille l'animus de l'écrivain. C'est en animus que le psychanalyste étudie les images du rêve. Pour lui, l'image est double. Elle signifie toujours autre chose qu'elle-même. C'est une caricature psychique. Il faut s'ingénier à trouver l'être vrai sous la caricature. S'ingénier, penser, toujours penser. Pour jouir des images, pour aimer les images pour elles-mêmes, il faudrait sans doute qu'en marge de tout savoir, le psychanalyste reçût une éducation poétique. Donc moins de rêves en animus et plus de rêverie en anima. Moins d'intelligence en psychologie intersubjective et plus de sensibilité en psychologie d'intimité. Gaston Bachelard, La flamme d'une chandelle. Quand Bachelard critique la psychanalyse, Monique Schneider, il le fait d'une manière que je peux estimer peu nuancée, mais ma réaction à ça serait double.
parce que c'est dans une approche de la façon dont Freud redécouvre l'imaginaire et réintroduit l'imaginaire qu'il me semblait que la critique de Bachelard, qu'à première vue j'avais trouvée un peu dure et simple, que cette critique m'a paru beaucoup plus légitime et éclairante quant au mouvement freudien. Alors je pense à un texte de Freud qui est très net de ce point de vue-là, qui était traduit La création littéraire et le rêve éveillé, où Freud parle de l'attitude de l'âme à l'égard de l'imaginaire, et où il dit cette phrase qui est assez extraordinaire: « Un homme heureux n'a pas de fantasme, seul en crée un homme insatisfait. » Autrement dit, si nous pouvions faire le deuil de certaines images du passé qui nous obsèdent, si nous pouvions avoir le sens de la réalité, nous pourrions être amputés de l'imaginaire. L'imaginaire est vu comme une sorte de pis-aller auquel a recours le névrosé. Alors, dans ce texte, comme dans un grand nombre de textes, on voit bien comment l'imaginaire est convoqué par la psychanalyse, mais qu'il est convoqué pour être interrogé et finalement dissous. Et les exemples que prend Freud sont très nets. Il prend l'exemple d'un jeune homme qui rêve de son avenir. Freud caricature énormément la façon dont il présente ce jeune homme rêvant de découvrir une sorte de princesse, mais la conclusion est très sommaire. Freud nous dit que dans la rêverie de ce jeune homme, on redécouvre simplement la hantise de la vie familiale. Donc au moment où apparemment l'homme essaie d'improviser, d'innover, d'imaginer l'avenir, pour Freud il y a une sorte de verdict: tout n'est que réédition du passé. Autrement dit, il n'y a pas d'image véritablement novatrice même. Non seulement il faut purger l'imaginaire, mais l'imaginaire, au moins dans cette perspective, qui n'est pas la dernière perspective de Freud, mais qui est une perspective très importante, on peut penser que l'imaginaire n'est que du perçu reproduit. C'est un ancien film qui paraît à nouveau. Donc il faut s'apercevoir qu'on se trompe de date, que c'est un ancien film, revenir au réel. Et effectivement, il me semble que la critique de Bachelard est fondée de ce point de vue-là. L'imaginaire est une sorte de faux semblant qu'il s'agit de dissoudre pour revenir soit à la redécouverte du souvenir lui-même, qui est un fragment de réalité, soit à la redécouverte des désirs qui nous portent. Alors, je pense que cette passion interprétative que Bachelard a reprochée à la psychanalyse... Oui, le psychanalyste pense trop. Le reproche adressé au psychanalyste de penser trop va droit à ce qui pour Freud représente la scène fondamentale de la psychanalyse, c'est-à-dire l'épisode d'Oedipien. Il me semble que ce qui est présenté comme scène mythique, c'est une scène à l'intérieur de laquelle le pouvoir de l'intellect parvient à résoudre, à dissoudre et à tuer un élément nocturne. De ce point de vue, on pourrait considérer le travail analytique, et tout un élément de la démarche de Freud dans l'interprétation des rêves va dans ce sens. Enfin, tout le travail analytique pourrait être regardé comme une tentative, Freud le dit, pour dissoudre l'énigme, pour dissoudre l'envoûtement, donc pour échapper au fond à l'imaginaire. Alors on oublie trop souvent, quand on présente l'épisode de la rencontre entre Oedipe et la Sphinx, que la Sphinx n'a pas posé des questions intelligible, elle n'interrogeait pas un théoricien, mais elle chantait. Alors, même dans la façon dont on retranscrit le mythe, eh bien, on le casse, on l'intellectualise, on en fait un fragment de pensée. La psychanalyse étudie des souvenirs nocturnes, des séquelles de cauchemars. Elle mêle les drames du jour aux visions de la nuit. Elle se contente d'étudier une imagination à retardement. L'explication symbolique de la psychanalyse quant au désir différé, voilà ce qu'elle explique. Les synthèses du diurne et du nocturne sont alors disloquées, déséquilibrées. Le souvenir est une faculté de paresse et de regret. Il nous écarte de la pleine vie. Au contraire,
les véritables dormeurs éveillés sont dans la vie même. Psychiquement, ils sont vraiment présents à eux-mêmes. Et ils ne sont point dérangés par les spectacles du monde. Ils ne sont point entraînés par un temps qui n'est pas leur. Le plus communément, la présence à soi-même se prend dans la réflexion, en reformant la conscience qu'on a de soi, au contact des idées sur lesquelles on a bien souvent réfléchi. Sur les idées bien claires, nous recommençons à notre gré un examen de notre propre être pensant, mais plus grande, plus vaste, plus novatrice est notre conscience d'imaginer. Notre appartenance au monde des images est plus fort, plus constitutif de notre être que notre appartenance au monde des idées. La rêverie libère tout rêveur, homme ou femme, du monde des revendications. La rêverie va en sens inverse de toute revendication. Dans une rêverie pure, qui rend le rêveur à sa tranquille solitude, tout être humain, homme ou femme, trouve son repos dans l'anima de la profondeur, en descendant, toujours en descendant, la pente de la rêverie. Descente sans chute. En cette profondeur indéterminée règne le repos féminin. C'est dans ce repos féminin, à l'écart des soucis, des ambitions, des projets, que nous connaissons le repos concret, le repos qui repose tout notre être. Qui connaît ce repos concret, où âme et corps baignent dans la tranquillité de la rêverie, comprend la vérité du paradoxe énoncé par George Sand qui disait « Les jours sont faits pour nous reposer de nos nuits ». C'est-à-dire les rêveries du jour lucide sont faites pour nous reposer de nos rêves de la nuit. Car le repos du sommeil ne délasse que le corps, il ne met pas toujours, il met rarement l'âme au repos. Le repos de la nuit ne nous appartient pas, il n'est pas le bien de notre être. Le sommeil ouvre en nous une auberge à fantômes. Il nous faut, le matin, balayer des ombres. Il faut, à coups de psychanalyse, déloger les visiteurs attardés et même débûcher à fond d'abîme des monstres de notre âge, le dragon et l'avoivre, toutes ces concrétions animales du masculin et du féminin, inassimilées, inassimilables. Bien au contraire, la rêverie du jour bénéficie d'une tranquillité lucide. Même si elle se teinte de mélancolie, c'est une mélancolie reposante, une mélancolie liante qui donne une continuité à notre repos. On pourrait être tenté de croire que cette tranquillité lucide est la simple conscience de l'absence de soucis. Mais la rêverie ne durerait pas si elle n'était pas nourrie par les images de la douceur de vivre, par les illusions du bonheur. La rêverie d'un rêveur suffit à faire rêver tout un univers. Le repos du rêveur suffit à mettre au repos les eaux, les nuages, le vent fin. Gaston Bachelard, La poétique de la rêverie. Un rêveur de mots, Gaston Bachelard, extrait, Michel Cohen, Janine Antoine, 1983, texte lu par Claude Royer-Journoux, avec Monique Schneider. Histoire et formation de l'esprit scientifique. Deuxième partie. Archives 1947-1962, cette semaine. La philosophie du non. Aujourd'hui, les dormeurs éveillés. Nous avons pu l'entendre, cette importante confidence de Gaston Bachelard à Jean Lescure en 1962. J'ai jamais eu l'audace de faire des livres directs. J'ai jamais trop dit ce que je pensais, comment je constituais, moi, des images. La seule aptitude que je pouvais m'accorder, c'est qu'ayant tellement aimé les images des autres, je me suis appris à un amour de l'image et à la façon de se servir de l'image pour se réconforter. Et alors, je suis tombé dans une espèce de romantisme de l'image. Et maintenant, l'âge venant, c'est du côté du romantisme allemand que j'ai le plus d'inspiration. Voilà un fait. Mais c'est une inspiration livresque. Je voudrais, naturellement, avoir vécu autrement, avoir chanté ma colline quand je gravissais les pentes. Il y a des forêts merveilleuses autour de Bar-sur-Aube.
intégrale d'une unique conférence radiophonique diffusée la première fois le 15 janvier 1954, Les Dormeurs éveillés, Gaston Bachelard. La philosophie traditionnelle s'occupe communément de l'homme qui pense, comme si l'homme trouvait toute sa substance, tout son être dans la pensée. Il semble que la fonction dominante de la philosophie soit alors en quelque sorte de repenser la pensée, tout à sa fonction dominante de concentrer les lumières sur ce sommet de l'être qu'est la pensée. La philosophie oublie souvent qu'avant la pensée, il y a le songe, qu'avant les idées claires et stables, il y a les images qui brillent et qui passent. Pris dans son intégralité, l'homme est un être qui non seulement pense, mais qui d'abord imagine, un être qui, éveillé, est assailli par un monde d'images précises et qui, endormi, rêve dans une pénombre où se meuvent des formes inachevées, des formes qui se déplacent sans loi, des formes qui se déforment sans fin. Pour une détermination complète de l'être humain, il faut donc faire le total d'un être nocturne et d'un être diurne. Il faut essayer de trouver les dynamismes qui vont d'un pôle à l'autre, entre songe et pensée. Si l'on se donne ainsi une certaine largeur d'examen, on se rend vite compte que la nuit et le jour, dans l'âme humaine, ne sont pas des éléments logiques qui s'opposent absolument. Nous connaissons tous ces fragments d'histoire personnelle qui, vécus dans le jour, viennent se reconstituer dans la nuit, et nous savons aussi que dans les heures les plus claires de notre vie diurne, il suffit d'un peu de solitude pour que nous tombions dans une rêverie qui rejoint les songes de la nuit. Oui, nous connaissons tous cette zone moyenne où les songes nourrissent nos pensées, où nos pensées éclairent nos songes. En nous, les caractères nocturnes et les caractères diurnes s'unissent, se mêlent, s'animent réciproquement. Aux heures de grande solitude, quand la rêverie nous rend notre être total, nous sommes des dormeurs éveillés, des rêveurs lucides. Nous vivons un instant comme si la dimension humaine s'était agrandie en nous. Nous nous expliquons notre propre mystère. Les mots de notre langage ont soudain les résonances de notre plus lointain passé. Ils sont clairs et signifiants, mais ils obéissent à la syntaxe des songes. Cet aspect synthétique de la rêverie lucide, où viennent s'unir les valeurs nocturnes et diurnes de l'âme humaine, appelle un examen philosophique. D'abord, il me semble nécessaire d'écarter de notre examen tous les états artificiels qui peuvent être déterminés par des drogues. Les confessions d'un mangeur d'opium, d'un Thomas de Quincey, les pages de Baudelaire sur le hashish nous donneraient sans doute de précieux documents sur les dormeurs éveillés. Mais outre que pour analyser ces documents précieux, il faudrait de longues conférences, leur analyse nous détournerait de la démonstration que nous voulons faire du caractère profondément naturel de ces instants synthétiques où nous avons soudain la conscience de songer, où nous sommes à la fois esprit songeur et esprit clair. D'ailleurs, il ne va pas de soi que les meilleurs documents pour étudier l'homme soient les documents exceptionnels, les exemples où l'on montrerait ces êtres hallucinés et qui traversent la vie comme des somnambules.
De tels êtres sont étrangers à eux-mêmes. Or, nous voulons caractériser le maintien de conscience diurne dans la rêverie la plus imaginative. Nous voulons montrer que le dormeur éveillé, que le rêveur lucide, réalise une synthèse de la réflexion et de l'imagination. Alors, la rêverie n'est pas un abandon, la rêverie est active, la rêverie prépare des forces et des pensées. Pour entrer dans ces vues philosophiques, il suffit de donner à l'imagination humaine sa pleine valeur, sa valeur principielle. Trop souvent, l'imagination a été considérée comme une puissance secondaire, une occasion de dérèglement, un moyen d'évasion. On n'en fait pas assez nettement ce qu'elle est, la fonction dynamique majeure du psychisme humain. En l'homme normal, on aime à mettre au premier plan la fonction du réel. Mais comment un homme ferait-il une œuvre s'il ne s'exerce pas, s'il ne sent pas en lui ce qu'on pourrait appeler la fonction de possibilité? Pour agir, il faut d'abord imaginer. Il y a un sens à parler d'une fonction de l'irréel, par laquelle l'homme méditant, le dormeur éveillé, s'en va en quête des possibilités d'une œuvre nouvelle. En lui s'éveille une conscience de poète. Le dormeur éveillé, s'il peut nous faire confidence du dynamisme de sa rêverie, s'il peut induire en nous l'activité de sa rêverie, répond vraiment à la définition que Paul Éluard donnait du poète. Le poète est celui qui inspire, celui qui nous donne l'exacte énergie de l'imagination. Il nous aide à satisfaire à ce besoin de poésie qui est au cœur de l'homme. Or, y a-t-il poésie sans une adhésion corps et âme à une image aimée, à des images privilégiées, à des images qui mettent en nous une vie à la fois profonde et nouvelle, à des images qui, dans leur magnifique simplicité, nous renouvellent dans les profondeurs de notre être. Précisément, le dormeur éveillé connaît une expérience de l'image instantanée, l'expérience d'une image qui nous réveille de la rêverie passive. De telles images nous éveillent à une vie nouvelle. Elles nous font sortir de la nuit d'un songe. Elles sont comme un grain d'opium uniquement psychique par lequel le poète nous entraîne dans un monde inconnu en nous donnant une impulsion d'inspiration. Tel est du moins l'enseignement des dormeurs éveillés qui réalisent la synthèse des valeurs nocturnes et des valeurs diurnes. Novalis, un dormeur éveillé de génie, a écrit: un jour viendra où l'homme ne cessera de veiller et de dormir à la fois. Cette prophétie, il semble qu'un Stéphane Mallarmé l'ait réalisée magnifiquement et douloureusement. Dans une conversation rapportée par Rony, Mallarmé lui dit: je ne dors pas, je suis éveillé 24 heures par jour. C'est terrible, répond Rony. Moins que vous le pensez, on s'y habitue, on pense tout doucement, lentement, mais avec la clarté du cristal. Les hommes pourraient bien vivre sans sommeil, continue Mallarmé. Ce n'est réellement pas une nécessité, le sommeil, c'est une grâce.
et l'écrivain danois Sven Johansson, auquel nous empruntons ses confidences, se réfère précisément à un sonnet d'insomnie malarmienne. Sonnet qui nous livre, je cite Mallarmé, sans fleurir la veillée amère, une rose dans les ténèbres. Ces sollicitations de Novalis et de Mallarmé vers la rêverie active, vers la rêverie consciente, vers une rêverie qui éveille en nous la conscience. Voilà autant d'expressions que Mallarmé a mis en lumière. C'est là qu'il trouve la pure clarté du cristal et qui nous livre précisément cette conscience de rêver qui nous semble beaucoup plus difficile que la conscience de penser. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas ici du simple souvenir d'avoir rêvé, mais bien de l'actuelle conscience qui accompagne une rêverie actuelle. La psychanalyse étudie des souvenirs nocturnes, des séquelles de cauchemars. Elle mêle les drames du jour aux visions de la nuit. Elle se contente d'étudier une imagination à retardement. L'explication symbolique de la psychanalyse quant au désir différé. Voilà ce qu'elle explique. Les synthèses du diurne et du nocturne sont alors disloquées, déséquilibrées. Le souvenir est une faculté de paresse et de regret. Il nous écarte de la pleine vie. Au contraire, les véritables dormeurs éveillés sont dans la vie même. Psychiquement, ils sont vraiment présents à eux-mêmes et ils ne sont point dérangés par les spectacles du monde. Ils ne sont point entraînés par un temps qui n'est pas leur. Le plus communément, la présence à soi-même se prend dans la réflexion, en reformant la conscience qu'on a de soi, au contact des idées sur lesquelles on a bien souvent réfléchi. Sur les idées bien claires, nous recommençons à notre gré un examen de notre propre être pensant, mais plus grande, plus vaste, plus novatrice est notre conscience d'imaginer. Notre appartenance au monde des images est plus fort, plus constitutif de notre être que notre appartenance au monde des idées. C'est du moins ce que doit reconnaître tout dormeur éveillé. Tout dormeur éveillé qui ancrera sa rêverie sur une grande image privilégiée et qui nous permet à notre gré de recommencer un examen de notre être songeur à la frontière de notre être nocturne et de notre être diurne. Une telle image est un centre de synthèse à partir duquel des valeurs psychiques profondes se développent et s'animent. Ce sont des images enracinées profondément en nous et qui viennent de recevoir dans notre rêverie lucide une sorte de mutation florale. Mais encore une fois, si la fleur est complexe, il faut que la racine soit simple. Un exemple suffira sans doute pour montrer comment une image privilégiée réunit les valeurs du monde de la nuit et du monde de la lumière. Demandons-nous par quel génie psychologique notre langue française, comme plusieurs autres, a trouvé la formule « une eau dormante ». Une eau dormante. Comment l'eau dort-elle? Pourquoi cette image? Dès que nous l'analysons, pourquoi nous apparaît-elle si vaste, si vraie, si humaine? N'eût-il pas suffi de parler d'une eau calme, d'une eau tranquille? Un esprit rationnel et positif ne préférerait-il pas la simple mention
d'une eau immobile? Non. La véritable image poétique ne décrit pas, elle évoque. Elle appelle des souvenirs, elle provoque des songes, elle s'ouvre sur un monde infini. Une eau dormante, voilà bien un univers pour un dormeur éveillé. Voilà bien le symbole de l'énigme du monde. Si les questions s'amassent dans une âme songeuse, les légendes et les contes reviennent du fond de la mémoire. L'eau dormante, je ne sais si elle dort la nuit. La nuit, peut-être rêve-t-elle, peut-être a-t-elle des mouvements intimes, des pensées secrètes, des remords inconnus. Edgar Poe a connu ces eaux immobiles, intimement tracassées, ces eaux mystérieuses qui présagent les drames de la vie humaine. Mais dans le jour même, sous le dais bleu du ciel, pourquoi m'appelle-t-elle à la rêverie, cette eau dormante? Pourquoi est-elle pour moi un univers soudain associé à mes souvenirs et à mes songes? Je m'assieds sur le bord de l'étang et me voici dans l'expérience même du dormeur éveillé. Parce que cette eau dort dans ses profondeurs, elle est pour moi sans fond, insondable. Elle est, par ses profondeurs, le miroir de mon être profond, le double de mon être caché. Dans sa pénombre intime, elle est la conscience de mon inconscient. Si j'étais pris par un complexe de narcisse, je reculerais de m'approcher de ce miroir. Ce miroir m'examine trop gravement. Il m'interroge trop loin. Cette eau dormante m'attire vers des souvenirs qui dépassent ma mémoire, vers des songes à jamais évanouis. Et pourquoi une eau dormante nous parle-t-elle de la mort? Pourquoi nous arrache-t-elle à la vie qui passe? Nous rend-elle sourds à l'oiseau qui chante? Méditant devant une eau dormante, nous ne sommes plus tout entiers dans la vie quotidienne. Notre solitude même dépasse notre être personnel. Devant une eau dormante, il me semble que toute une lignée de songeurs viennent songer en moi, que je ne suis plus moi-même, seul avec moi-même. Il me semble que nous soyons plusieurs à penser, à songer, à être vivants devant l'empire même de la mort. Oui, je suis un être visité par des songes et des présages, parlant à des fantômes, comprenant que mes souvenirs les plus chers ne sont plus que des fantômes. Suis-je un être nocturne ou un être qui voit encore la lumière? Dans cette image de l'eau dormante, je réalise la synthèse du jour et de la nuit. Il me souvient, devant l'eau dormante, des rêves de mes plus profonds sommeils, des rêves où je suis une matière dissoute dans une eau qui donne le repos, qui apaise la vie, qui tranquillise les peines. Et puis, avez-vous entendu ce conseil de silence que donne une eau dormante? Près d'elle, le dormeur éveillé n'écoute plus que le déplacement de ses songes. Il médite sur la vie, il médite sur la mort. Il est en état de méditation première. Il est placé à l'origine du songe, et le songe l'éclaire sur la destinée de l'homme et du monde.
C'est pourquoi nous pourrions dire, en notre langage de philosophe, qu'une image aussi totalisatrice des puissances de la nuit et des puissances du jour nous donne une conscience de songe. Sans doute, un moment viendra où le dormeur éveillé devant l'eau dormante passera la main sur son front. Il effacera la brume qui pénétrait son âme. À nouveau, il entendra le frémissement du vent dans les roseaux courbés. Il verra l'oiseau traversant le ciel clair. Il sera rendu au monde quotidien, à l'univers des vivants. S'il est poète, avec ce qui lui reste de lueur, pris aux lumières centrales du son, il fera un poème. Il nous donnera une fleur funéraire détachée de la parure d'une Ophélie. Toujours naîtra d'une eau dormante l'être d'une vie antérieure. Toujours on recevra le témoignage d'une vie nocturne, le témoignage d'un au-delà. Je pourrais ici entrouvrir un dossier de lecture, citer telle preuve poétique de cet attachement du dormeur éveillé pour une eau dormante. Mais pourquoi le ferais-je? Pourquoi s'encombrer de preuves multiples dans une courte causerie quand l'expérience de chacun est si immédiate et si sûre? Sur une telle image privilégiée, la puissance des symboles est si grande, l'activité symbolisante est si intense, que tout le monde comprend qu'il y a un sens à parler de la psychologie de l'eau dormante. Cette première désignation du sommeil de l'eau par le génie de notre langue est sans cesse réanimée par les poètes. Une telle image qui prolifère sans cesse nous donne l'occasion de réfléchir sur le travail du langage par l'activité de l'imagination poétique. En fait, nous sommes placés devant le problème même de la poésie. Un problème qu'on peut résumer dans la contradiction suivante. Une image poétique doit être à la fois ancienne et nouvelle. Il faut qu'elle soit le résumé d'un songe ancien et une ouverture sur l'avenir de la langue. Il semble que le dormeur éveillé aille à l'origine du langage, à ce point initial où le silence de l'être s'ouvre sur l'humanité du langage. Dans un admirable livre qu'on vient heureusement de traduire en français et qui a pour titre « Le monde du silence », Max Picard explore cette zone profonde où l'être silencieux reçoit le don de la parole. Alors on comprend que le silence n'est pas le contraire du bruit, pas plus que la nuit n'est le contraire du jour. Le silence vrai, le silence de l'homme, est le principe positif, le principe de la méditation, la rentrée dans la solitude de l'être, dans cette solitude où nécessairement le dormeur éveillé se recueille, se reconnaît, se connaît. Alors, les paroles qui ont la marque de la parole première sont les paroles que le songeur s'adresse à lui-même. Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Tu réclamais le soir, il descend, le voici. Et le poète entend les voiles de la nuit qui se déploient. Il entend les pas silencieux de la consolation. L'être nocturne envahit l'âme de Baudelaire. Pour ce grand dormeur éveillé que fut Baudelaire, s'ouvre le labyrinthe des profondeurs. Déjà se découvre la perspective infinie des vies antérieures. Et de même,
beaux endormis, s'éveille à une lointaine histoire, revient au pays des légendes pour y retrouver le dynamisme du destin humain. Le dormeur éveillé, le rêveur endormi, quand ils ont la marque du génie, sont le seul et même homme. Ils réalisent la synthèse annoncée par Novalis du jour et de la nuit, de la pensée et du songe. Alors, les paroles sont trouvées et elles réconfortent le cœur de l'homme. Le dormeur éveillé parle le langage des origines dans une union de la grandeur et de la simplicité. Et c'est ainsi que les grands poètes, chaque jour, créent la langue, la recréent dans une vérité première qui est la vérité poétique. Jusqu'ici, pour suivre la voie la plus directe, je n'ai esquissé la signification du dormeur éveillé que dans le sens d'une inspiration poétique. Mais la synthèse du nocturne et du diurne se présente dans bien d'autres domaines et devient plus forte quand elle se réalise en une synthèse de l'idée et de la figure, quand l'imagination et la réflexion s'animent l'une l'autre en une dialectique incessante. La solitude de l'homme qui réfléchit est très grande. Lui aussi, comme le poète, se met à l'écart du flux des vécus subalternes. Il s'installe dans une pensée. Il écoute en lui-même, dans le silence de sa raison, le génie humain hésiter, le génie humain travailler. Voyez un grand mathématicien dans sa méditation. Voyez un Leibniz se donnant corps et âme à la réflexion. Leibniz travaille 2 jours. Il vit dans une chambre sombre. À la fenêtre, il y a 2 petits carreaux en verre épais, en verre bombé, et Leibniz est assis. Quand l'esprit se tend trop, quand l'esprit perd sa fraîcheur, son mordant, Leibniz a coutume de prendre un court sommeil, un sommeil de quelques minutes, dans son fauteuil. Mais, nous dit-il, ce sommeil est si profond que l'esprit en sort tout neuf, à nouveau aiguisé. La figure géométrique, la courbe et ses tangentes sont devenues idées pures. Elle est devenue une vérité résumée dans un rapport de quantité infinitésimale. Oui, l'image trop concrète que le mathématicien a emportée dans un sommeil momentané est devenue, dans l'instant du réveil, une idée claire. Leibniz, au sortir du sommeil absolu, est un esprit qui connaît le réveil absolu. Il bénéficie à son gré du rythme du nocturne et du diurne dans le court espace d'un tout petit quart d'heure. C'est au niveau de l'esprit lui-même, qu'il vit le sommeil et le réveil. Le corps n'y est pour rien. Il est esprit naissant, intelligence naissante. Il est une pensée qui vient de s'assurer par le sommeil profond de n'avoir point, de n'avoir plus d'idées préconçues. Le court sommeil a fait de l'esprit, dans sa totalité, une pensée libre, une pensée pure. La nuit éphémère a placé le réveil dans le sens de la lumière spirituelle. Certes, nous n'avons pas une aussi facile communication avec le génie de l'idée qu'avec le génie de l'image. Si chacun d'entre nous peut entendre les résonances d'une parole neuve dite par un poète,
nous sommes plus sourds aux puissances de l'idée neuve. Et nous ne fréquentons pas assez les chemins qui nous mèneraient à la solitude de l'être pensant. Penser, c'est pour nous trop souvent se souvenir d'anciennes pensées. C'est trop souvent, chez un homme cultivé, ruminer sa culture. Dans l'ordre de la réflexion, il semble que le dormeur éveillé doive nous donner des leçons d'origine d'esprit, comme il nous donnait, dans l'ordre de l'imagination, des leçons d'origine du langage. En fait, le dormeur éveillé est un technicien du réveil maximum, du réveil total. Du repos d'esprit le plus condensé, le dormeur éveillé fait surgir l'activité d'esprit la plus vive. La nuit éphémère permet à l'esprit de s'occuper de soi-même, d'être tout entier attentif à une idée de valeur, vivant vraiment pour la valeur d'une idée. Quelle joie d'être nous éprouvons quand nous recevons une idée nouvelle. Il nous semble alors, si modestes philosophes que nous soyons, être réveillés d'un sommeil dogmatique. Si nous nous examinons d'un peu près, nous sentons qu'une idée nouvelle, si partielle qu'elle soit, transforme notre esprit. C'est peut-être cette transformation d'esprit qui doit être le signe majeur du dormeur éveillé. Si le dormeur éveillé quitte son état merveilleux pour revenir inchangé dans la vie subalterne, s'il reprend après son accession à un monde d'idées non encore pensées, à un monde d'images non encore vécues, s'il reprend les chaînes de la pensée quotidienne, les séquences d'images de la vie commune, il n'est pour nous qu'un fantôme qui passe, il n'est pour nous qu'un étranger qui ne sait pas nous dire les merveilles des pays qu'il a visités. Précisément, le dormeur éveillé qui voit son isolement à l'opium ou à chiche, à des substances qui anatomisent les fonctions spirituelles, ce dormeur drogué ne peut vraiment nous donner les véritables leçons de la synthèse qui réunit en l'homme la puissance de l'être nocturne et les pouvoirs de l'être diurne. Il a l'isolement, il n'a pas la véritable conscience de solitude. Pourquoi trouverait-il le fond de l'être humain et le mouvement d'esprit qui crée l'être humain? La drogue le schizophrénise. Il faut que ce soit non pas la drogue, mais l'idée ou l'image, mais l'impulsion de l'intelligence ou de l'imagination, et qui nous donne une sorte de promotion d'air, qui nous aide à entrer dans le règne d'une existence inconnue, dans l'avenir même du génie humain. Le dormeur éveillé nous invite à quitter un instant la torpeur pour connaître le repos actif, un repos qui est une conscience de l'ordre dans l'esprit, un ordre qui va nous éveiller à un ordre nouveau. Car rien ne naît dans la torpeur. La torpeur a une action dans le mauvais sens, dans le sens de la décroissance de l'être. Le dormeur éveillé nous indique l'axe exactement inverse. On le sent à la recherche des valeurs de lucidité. Il vit une expérience complète de la lucidité. Il décante d'abord en lui la matière nocturne. Il subit une sorte de psychanalyse matérielle pour, au réveil, dans un réveil qui associe à un sommeil corporel,
connaître la clarté, la lucidité. Il dort pour y voir clair, pour nous révéler des idées claires, des images lumineuses, un verbe flamboyant. S'il était absolument maître de ce sommeil dirigé, de cet hypnotisme autonome, il nous indiquerait des schémas de destin, des minutes intenses où le destin de notre être s'accentue, où notre volonté d'être triomphe du papillotement d'être. Plus serré vers la synthèse du nocturne et du diurne en nous, plus alertée sera la rythme-analyse des valeurs nocturnes et des valeurs diurnes, et plus fulgurantes et nombreuses seront nos expériences d'éveil, nos expériences de réveil. Car c'est cela, la grande leçon du dormeur éveillé. Il entre dans une nuit éphémère pour apprendre la dynamique de l'éveil, la promotion d'être que l'on reçoit avec la conscience d'être éveillé, bien éveillé. Alors, le jour apparaît comme une transcendance de la nuit. Tout ce qui concerne l'endormissement, tout ce qui concerne l'empattement de la torpeur de l'être qui perd ses forces en perdant la lumière, est retranché de l'expérience du dormeur éveillé incontestable. Notre être ne veut pas connaître sa mort quotidienne. Je ne sais plus quel psychologue a versé dans la folie par des tentatives très nombreuses et d'ailleurs vaines de surprendre son entrée dans le sommeil. Nous n'allons jamais au bout du voyage qui tous les soirs nous plonge dans la nuit psychique. Tout ce qui a égard en nous à ce qui touche une diminution d'être, une perte d'être, ne peut pas être décrit. Décrire, c'est déjà vivre, c'est déjà communiquer la vie. Le dormeur éveillé ne nous doit des confidences que sur son éveil. Il ne peut nous donner que la saine induction vers la diurnité de l'être. Il médite, il pense, il rêve dans le sens d'une aube d'humanité. C'était Gaston Bachelard, 1884-1962, Histoire et formation de l'esprit scientifique. Rediffusion. Un rêveur de mots, Gaston Bachelard, par Michel Cohen, 1983, extrait. Suivi de Gaston Bachelard, bis, archive. Cette semaine, la philosophie du non. Aujourd'hui, les dormeurs éveillés. Conférence intégrale, diffusée la première fois le 15 janvier 1954. Bibliographie disponible sur franceculture.com. Isabelle Mézil, Alexandre Dang, Hervé Evanou, Marc Hubert Florian.